Alors, l'Europe dans tout ça, c'est effectivement tout un problème. C'est tout un problème parce que la découverte de la mondialisation par l'Europe dans les années 70 a été un moment d'incertitude. Les années 70, c'est le moment où commence à apparaître l'élection d'un Parlement européen au suffrage universel, donc on espère relancer le processus d'intégration régionale à partir d'une mobilisation politique des individus, mais le résultat est assez décevant. L'idée d'une citoyenneté européenne ne progresse pas véritablement. Alors on essaye la recette asiatique. C'est-à-dire, on va en quelque sorte laisser de côté pour un moment l'idée d'une construction d'une Europe politique intégrée et on va essayer de revenir au spillover, relancer l'intégration économique en espérant que celle-ci permette de créer, au bout d'un certain temps, une nouvelle dynamique d'intégration politique. Février 1986, c'est la conclusion du fameux acte unique européen, qui entre en vigueur en juillet 1987. Juillet 90, c'est la libération des capitaux à l'intérieur de l'Europe. Janvier 90, c'est la mise en vigueur des accords de Schengen signés en 1985. Février 92, c'est la mise en place des accords de Maastricht. Accords de Maastricht intéressants parce qu'ils renouent toujours avec cette idée de spillover, l'union économique et monétaire, avec la croyance cette fois-ci que cette union économique et monétaire, à mesure qu'elle s'accomplira, conduira à la mise en place d'une union politique. Je vous rappelle pour mémoire que le modèle asiatique avait complètement laissé tomber l'idée d'une union politique. Ce n'est pas notre problème. Notre problème, c'est cette intégration économique. En Europe, on espère toujours que cette intégration économique connaîtra cette dynamique, ce spillover politique. Juin 97, c'est les accords le traité d'Amsterdam et la mise en place effective de l'union monétaire, avec également, dernière étape, mais c'est un fiasco, la mise en place d'une nouvelle constitution européenne dont plusieurs États de l'Europe ne veulent pas et qu'ils rejettent par voie de référendum. Donc, on est dans une sorte de blocage institutionnel. Échec de la citoyenneté politique européenne, échec de la construction de la Constitution européenne, tentative de trouver une nouvelle rationalité économique à l'Europe, et c'est peut-être là que la réflexion qui s'est amorcée en Asie commence à atteindre le vieux continent. Et effectivement, que voit-on dans cette nouvelle Europe ? En tous les cas, quelque chose qui marche. Plusieurs choses qui marchent. D'abord, une Europe des collectivités territoriales. De plus en plus, les provinces, les États, les Länder, ça dépend des pays en question, vont passer directement par-dessus la tête des États-nations des accords de coopération. Le Rhin, les Alpes deviennent des espaces d'intégration qui ignorent les frontières et qui surtout dessinent des zones de coopération qui n'englobent pas tous les États, mais à chaque fois des morceaux d'États qui se caractérisent par leur proximité. Bref, dans le bassin rhénan ou dans la zone alpine, un sentiment d'identité vient à se constituer hors du jeu des États souverains. C'est quand même quelque chose qui bouge, qui va être confirmé par les accords de Karlsruhe, que vous voyez, donc 1996, qui tendent ainsi à mettre en marche une Europe qui n'est plus celle des États, mais qui devient l'Europe des régions. Deuxième élément, l'implication de plus en plus forte des acteurs économiques et sociaux. Les entrepreneurs, qui sont de plus en plus actifs au sein de l'Union européenne. Et là aussi, l'exemple asiatique a compté. La European Round Table, par exemple, régulièrement réunit les grands patrons des grandes entreprises européennes hors des États, hors de la Commission, pour penser des stratégies communes de développement.
Même chose du côté des acteurs sociaux, des syndicats, des groupes de pression. Bruxelles devient un lieu de cristallisation où les syndicats, et notamment les syndicats agricoles, mais quantité de lobbies aussi, viennent à s'affronter. Une Europe de la revendication, une Europe en quelque sorte de la demande, vient à se constituer hors des États, agissant autant sur les États que sur la Commission. Et souvent, on voit la Commission s'appuyer sur ses acteurs pour mettre les États en difficulté. Vient donc ainsi l'idée que l'Europe, bloquée dans sa logique institutionnelle, vient peu à peu à se reconstituer sur le plan social, de la dynamique sociale et de la dynamique économique.